dès le début de notre enquête sur Bolloré, on nous a parlé d'une vidéo des Guignols que Vincent Bolloré aurait écrite. Et ça ressemblait vraiment à une légende urbaine, tout le monde nous en parlait, les gens la fantasmaient à force, jusqu'à ce qu'au bout de 2-3 ans, quelqu'un nous dise « Bon, j'ai lu on en avait fait 60 peut-être, papier, je vous donne cette vidéo-là. » Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans qu'une source, à l'intérieur de Decathlon, nous transmette un document très sensible. C'est un truc, c'est dans un coffre-fort, il faut que personne ne le trouve. Déjà que les sources étaient très frileuses à nous parler, qu'on marchait sur des œufs, que c'était compliqué même après des années. Là, il y avait carrément le grand patron qui les menaçait en 4x3. Les jours, une officine d'extrême gauche, alors que l'officine d'extrême gauche, c'est vous, hein, c'est pas nous. alors c'est vous, chez Street Press peut-être. Eux, c'est l'officine et nous, c'est l'extrême gauche. Il faut enquêter sur les milliardaires, parce que les entreprises qu'ils possèdent produisent et commercialisent une grande partie de ce que nous possédons, nos téléphones, nos vêtements et même ce que l'on mange. Ils façonnent aussi nos imaginaires à travers les films qu'ils produisent, les livres qu'ils éditent et les médias qu'ils possèdent. Et pourtant, ces ultra-riches, ils ne rendent que peu de comptes. On ne les voit presque jamais et les enquêtes sur eux sont finalement assez rares. Pas vraiment étonnant quand on sait qu'en France, l'immense majorité des médias appartient à une dizaine de ces ultra-riches. Ceux qui font le taf, c'est surtout les médias du service public et les médias indépendants. Et bien souvent, ça les énerve. J'ai été un peu choqué. Aujourd'hui, pour parler de ce travail extrêmement difficile, j'ai invité 3 journalistes. Ils enquêtent depuis des années sur ces milliardaires et leurs groupes. Khadija Zerwali s'intéresse pour Mediapart à l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault. Mathias Destal, cofondateur de Disclose, un média d'investigation, a enquêté sur plusieurs entreprises propriétés de ces ultra-riches. Et Raphaël Garrigos, qui a créé Les Jours, il enquête depuis 10 ans sur l'empire médiatique d'un homme qu'on connaît bien à Street Press, le milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré. Avant de les écouter, je voudrais vous rappeler que le travail d'enquête que Street Press mène depuis plus de 15 ans prend du temps et coûte cher. Donc si vous voulez qu'on continue, faites des dons. Le lien vers notre cagnotte est en description de cette vidéo. Bonjour à tous les 3, merci de participer à ce 6e épisode du podcast de Street Press consacré aux milliardaires, ou plutôt aux enquêtes sur ces ultra-riches et leurs empires. On va essayer de raconter comment on travaille, d'où viennent nos informations, vos informations, quelle pression aussi on subit quand on enquête sur ces hommes, c'est rarement des femmes, très puissants. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on présente vos médias. Bon, Mediapart, il n'y a pas vraiment besoin, tout le monde connaît, des milliers d'enquêtes sur Sarkozy et la Libye, les accusations de viol contre Patrick Bruel pour citer la grosse affaire la plus récente. Bonjour, merci. Merci, oui, de l'invitation. Disclose, on connaît un peu moins, même si ceux qui nous suivent ont déjà entendu, vu Ariane Lavrieux dans cette émission. Mathias, c'est quoi Disclose ? Eh ben, déjà, merci Mathieu pour l'invitation. Disclose, c'est un média qui fait que de l'enquête. Globalement, on n'a pas d'édito, on n'a pas de commentaires, on ne fait pas de l'actu chaude, on fait de l'investigation. C'est un média à but non lucratif, donc on n'a pas d'actionnaire, pas de publicité, on est financé par le don. Et à côté de ça, on a des newsletters sur les coulisses, l'impact de nos enquêtes. On fait des guides et des manuels pour les journalistes et le grand public sur comment faire de l'impact et comment bouger et faire changer les choses avec des informations vérifiées, rigoureuses. Voilà, Disclose, c'est un peu tout ça. Eh ben merci. Les jours, c'est la première fois que vous venez. Merci. Même question, c'est quoi les jours, Raphaël ? Les jours, c'est lundi, mardi. Pardon. Non, les jours, c'est un site d'information qui fête ses 10 ans avec cette particularité de raconter l'actualité, l'information en série. C'est de l'investigation en série. On compte aujourd'hui 350 séries qu'on a lancées depuis 10 ans. Que vous appelez des obsessions. On appelle ça des obsessions pour montrer que nous, on ne lâche pas l'affaire. Et parmi ces obsessions, il y a l'Empire dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui documente en 251 épisodes, je crois, les vicissitudes de Vincent Bolloré et de son groupe Média. Entrons dans le vif du sujet. Khadija, en mars dernier, avec ton collègue Younes Abzouz, tu as révélé un extrait d'interview d'Hélène Mercier, qui c'est la femme de l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault. C'est un extrait d'une interview coupée au montage sur RTL. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce que c'est cette affaire ? Oui. Alors, Hélène Mercier-Arnault, elle est pianiste, une pianiste de renommée internationale, et elle venait vendre
un disque qu'elle a fait en collaboration avec un autre artiste. Et donc, elle est artiste, mais elle est aussi la femme de Bernard Arnault. Et je veux dire, elle se déplace avec lui dans des déplacements quasi diplomatiques. À ce niveau-là, ils ont été à l'investiture, par exemple, de Donald Trump. Elle est Sympa comme soirée. Voilà, c'est pas que la femme d'eux. Enfin, elle est dans les endroits où lui il va se rendre en tant que président directeur général de LVMH, donc le plus grand groupe de luxe au monde. Et donc, c'est sans surprise que Marc-Olivier Fogiel il lui pose des questions sur tout un tas de sujets et pas uniquement la musique classique, et donc des sujets sociétaux divers et variés. Et donc, quand même, l'interview qui paraît dans RTL est plutôt intéressante parce que sa parole est rare, elle s'exprime très peu. Or, si on met de côté les médias spécialisés dans la musique classique, mais dans les médias généralistes, elle s'exprime assez peu. L'interview est intéressante, même si on pourra y revenir. Je trouve qu'il la titille pas assez sur certains points, il va pas assez au fond avec elle, etc. Vous me dites l'argent fait pas le bonheur. On sent la femme sincère que vous êtes et qui vit dans un milieu confortable et on peut pas vous le reprocher. Comment vous vivez ce décalage-là? Cette espèce quand même de société qui va pas bien. Je vis pas avec de la culpabilité tous les jours à partir du moment où je pourrais rien faire. C'est la société, c'est le monde dans lequel on vit partout, en fait. Mais il décide, et lui il dit que c'est un choix éditorial, de couper une partie où elle parle, comme elle dit, elle, des clochards. La première fois que j'ai vu des clochards, c'était quand je suis arrivée à Paris, parce qu'il n'y en avait pas à Montréal. Alors peut-être c'était à l'époque, il faisait trop froid. C'est aussi, j'ai l'impression, un choix de vie. Paraît-il que c'est aussi un choix de vie, oui. C'est des gens qui sont... Un choix de vie avec des gens aussi qui se sont retrouvés, qui avaient des choses, qui ont décidé de lâcher la société, quoi. C'est un retrait du monde. Elle va plus loin, elle dit qu'à Vienne, il siffle du Schubert, voilà. Et donc, ça a été reçu... donc, nous avons publié l'extrait qui avait été tronqué au montage. Je crois que juste après, Blast l'a fait aussi. Et en fait, ça dit quelque chose du niveau de déconnexion de Hélène Mercier-Arnault, mais aussi, de Bernard Arnault, sur ce que c'est que la société française. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la pauvreté, c'est quasi... Enfin, ce n'est pas un choix, en fait. C'est pas quasiment... C'est pas un choix. Les politiques publiques mises en place par Emmanuel Macron, soutenues longtemps par le PDG de LVMH, sont venues empirer la pauvreté, etc. Donc, c'est inaudible, en fait, quand elle dit ça. Après, comme ça fait le buzz, elle est allée s'en expliquer dans des plateaux plus sympathiques. Chez Léa Salamé, dans quelle époque Voilà, exactement. Ceci étant dit, nous, on les a quand même contactés, parce qu'on a contacté Louis Jublin, qui est son conseiller en communication, qui a dit que ce n'était pas une demande de sa part de censure, mais qu'évidemment, après l'interview, ils avaient discuté avec Marc-Olivier Fogiel de ce qu'elle allait garder ou pas, mais que lui, il n'avait pas fait une demande de censure. En tout cas, que c'était un choix éditorial de Marc-Olivier Fogiel. Un choix qui l'arrangeait bien. Mais ce niveau de déconnexion, il est important parce que c'est des gens qui gèrent des empires, qui sont propriétaires d'empires, donc qui ont un impact sur nos vies. Ça m'a fait penser à une enquête de ma collègue Clara Monnoyer quand on avait enquêté sur le groupe Altrice, propriété de Patrick Drahi, à partir de l'X. Et on avait eu accès aux emails de la boîte mail de Patrick Drahi. Et on voyait comment il gérait son quotidien et comment il était dans le contrôle absolu de tout, y compris jusqu'aux tenues des gens qui l'entouraient, les femmes particulièrement quand même, et ne pas se rendre compte de la vie qu'il y avait autour, de ce que ça impliquait, tout était précis sur ce qu'il mangeait. Il y avait eu, sur la femme de Bernard Arnault aussi, l'histoire de la salade de fruits, c'était aussi... Oui, elle fait une différence entre la salade de fruits et des fruits découpés. Voilà, et... c'est le canard. Mais voilà, elle s'était indignée parce que c'était une salade de fruits et pas des fruits découpés ou l'inverse. On voit le niveau de contrôle aussi et l'habitude qu'ils ont d'être servis en permanence. Tu as parlé du récit qui est fait dans les médias quand on présente les grands patrons, et Bernard Arnault, c'est toujours un capitaine d'industrie. Le loup du Cachemire, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Et ils ont tous des surnoms comme ça, incroyables. pas, mais, je crois que c'est le loup du Cachemire. Mais Vincent Bolloré, il a aussi été présenté pendant des années comme un capitaine d'industrie brillant, jusqu'à ce qu'il mette la main sur iTélé, qui devienne CNews, avec ce qui a été un peu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est l'arrivée de Jean-Marc Morandini qui a été imposé sur les antennes de CNews. Ça commence à dater, c'est il y a une dizaine d'années, cette histoire. C'était il y a 10 ans pile. Est-ce que tu peux nous re-raconter cette séquence que vous avez documentée assez précisément sur les jours? Oui, le petit prince de la finance, lui, on l'appelait. Ah, ouais, sympa. Bon. Alors, le petit prince de la finance, aujourd'hui, pour répondre rapidement à ta question,
Le Petit Prince de l'Infidence, aujourd'hui, il soutient le JDD qui perd 7 millions d'euros par an. Hein. Ce qui n'empêche pas de faire, par exemple, un plan social dans le groupe de magazine Prisma, qui, lui, est bénéficiaire. Vincent Bolloré, ça commence de manière assez classique. C'est un homme d'affaires qui rachète Canal+, ce qui était déjà arrivé avant, ce qui est arrivé dans d'autres secteurs. Nous, ce qui nous a intéressé en 2015, quand on commence à s'intéresser à l'histoire, c'est la brutalité avec laquelle il s'installe. Il y a une scène qu'on raconte sur les jours, un des tout premiers épisodes de la série L'Empire, où il rassemble le haut management de Canal+. Il y a donc là une centaine de cadres, et il en vire un tiers séance tenante, mais vraiment séance tenante. C'est-à-dire que les remplaçants sont là, il leur dit voilà ceux qui vont vous remplacer. Et il dit dans cette séquence-là, qui est pas qui est lors d'un comité d'entreprise le même jour, il dit aux syndicalistes, aux élus du personnel, il dit la violence fait bouger les gens. Et c'est vraiment nous cette phrase-là qu'on garde et qu'on ressort quasiment à chaque épisode, puisqu'à chaque fois il utilise cette même technique qui est celle de placer un agent provocateur ou un épouvantail comme on veut. Sur iTélé, c'est Jean-Marc Morandini. Il installe Jean-Marc Morandini sur iTélé. Qui à cette époque-là est donc déjà mis en examen. Il vient, je ne sais plus s'il est déjà mis en examen, il l'est, mais en tout cas, les Inrocks viennent de sortir une première affaire le concernant. Et en juillet et en septembre suivant, il arrive sur iTélé et c'est vraiment un casus belli pour... Parce qu'il est mis en examen pour des faits d'agression sexuelle sur aujourd'hui, mineurs. Il a été condamné pour corruption de mineurs et totalement et définitivement condamné. Et c'est cet épouvantail qui effectivement met le feu aux poudres chez iTélé, où les journalistes disent non, s'il vient, nous on s'en va. Et Vincent Bolloré dit eh ben partez. Et ce qui se passe, c'est que Vincent Bolloré préfère voir partir une centaine de journalistes plutôt que de se priver de Jean-Marc Morandini. Et de fait, est-ce que le plan était ourdi totalement? Ou s'il a profité de l'aubaine d'une certaine manière. Il profite de l'aubaine de changer totalement iTélé, parce que iTélé était une chaîne d'information avec ses défauts, etc. Mais elle était une chaîne qui faisait du reportage, qui partait sur le terrain, et il la remplace par une formule totalement low cost, qui est trois crétins, trois personnes autour d'un micro. Pardon. Allez, je viens tous dans le même lot. Et c'est quand même beaucoup moins cher, ça, surtout en mettant des gens qui ont des avis un petit peu caricaturaux, on va dire, et qui mieux que des gens d'extrême droite pour ça. Et donc on crée du buzz et on crée de l'engueulade, et c'est comme ça qu'il crée CNews. Et ensuite, pendant une décennie, il va mettre la main sur un certain nombre de médias, et à chaque fois, puisqu'on parlait des conditions de travail, les conditions vont se dégrader. Il se trouve que je suis passé chez Prisma Media il y a quelques jours. J'ai rencontré les syndicalistes de Prisma Media et ils me racontaient le plan social en cours chez Prisma Media. Prisma Media, c'est Géo, Ça m'intéresse, de la presse télé, de nombreux titres, et ils ont annoncé le licenciement de 40% des effectifs. 40% des effectifs. Et qu'on comprenne un plan social comme ça, c'est des gens qui font dans l'arme parce qu'ils perdent leur travail, c'est des gens... par exemple, la fabrication, c'est ceux qui envoient les maquettes des journaux à l'imprimeur et qui gèrent le lien. Il y avait 13 postes, ils ont décidé de supprimer les 13 postes. Il y en a 2 qui sont littéralement tombés dans les pommes, qui sont partis à l'hôpital directement quand on leur a appris que leur boulot était supprimé. C'est d'une brutalité terrible. Mais c'est quoi le motif? Parce que tu disais qu'ils sont bénéficiaires en plus. Ils prévoient et ils ont annoncé qu'ils n'en aient plus, qu'ils risquaient de ne plus l'être. Alors, ils anticipent. Ils anticipent. Alors certainement. La presse papier, la presse magazine, effectivement, se casse la gueule de tous côtés. Mais ils ne maîtrisent absolument pas comment marche un groupe de magazine, qui est un groupe de magazine, le premier d'ailleurs. Ça marche beaucoup avec des pigistes. Encadrés par des journalistes indépendants qui écrivent à la tâche, comme on dit, et avec ce groupe de magazines fonctionne, je crois, avec 70% de pigistes. Les pigistes qui alors n'ont pas attendu chez Prisma Bolloré pour être déjà bien attaqués par les directions précédentes, mais on voit que la seule idée, c'est de garder des marques. De garder Femme Actuelle, de garder Voici, tout en faisant ce qui est le grand fantasme de Vincent Bolloré, ce qu'il appelle de l'intégration verticale,
C'est-à-dire qu'il faut que sur Voici, dans Voici, on parle des stars de cinéma produites par Studio Canal, des artistes Universal, et que tout ça fonctionne en boucle fermée. Mais quoi qu'on pense de Voici ou de Somme Actuelle, tout ça, c'est de la culture. Et ça se gère pas comme des. C'est pas des panneaux publicitaires. C'est pas des panneaux C'est des médias qui sont c'est pas des censément containers. indépendants. On parle des conditions de travail. Mathias, avec Disclose, vous avez longuement enquêté sur les conditions de travail des hommes et des femmes qui produisent les vêtements d'une marque bien connue en France, c'est Decathlon. Decathlon, c'est français, ça appartient à un groupe, à une famille qui s'appelle les Muliez. Et ce que vous avez trouvé ne se passe pas totalement en France, mais est dramatique. Du travail d'enfant, du travail forcé, tu peux nous raconter ? En suivant la piste de ces vidéos sur le web chinois et à l'aide de documents confidentiels, Disclose et Cache Investigation ont remonté la chaîne d'approvisionnement de la multinationale du sport. Notre enquête révèle que Decathlon est lié à un système de travail forcé en Chine. Nous, en fait, à Disclose, on aime bien, on bosse sur les multinationales, on bosse sur les groupes puissants, on aime bien aller gratter derrière les engagements, tu vois, derrière la vitrine, derrière la communication, soit développement durable, soit l'ambiance super cool dans les équipes. Tu vois, ils ont tellement d'argent à mettre pour produire de la vidéo, produire de la publicité, inonder les médias. Les réseaux sociaux, Decathlon, le CM très cool de Decathlon. Laisse tomber, meilleur CM, communication super rodée. Dans le Nord, c'est quasi une secte, Decathlon, les décathloniens, c'est comme ça qu'ils s'appellent, tu vois, c'est un groupe, tu peux pas les branler si facilement, et ils ont très peu d'accès dans le groupe à comment finalement sont produits les choses. Et donc du coup, nous, ce qu'on fait régulièrement, là, on parle de Decathlon, on l'a fait pour plein de boîtes, c'est de travailler sur les chaînes d'approvisionnement. Parce qu'une boîte, quand elle fait des volumes aussi énormes que peut le faire Decathlon, et si elle vend des produits, genre des baskets à 3,50 €, forcément, il y a un loup. Forcément, derrière ce prix, derrière les volumes de production, il y a quelque chose qui déconne. Et en l'occurrence, à Decathlon, tu l'as bien introduit au départ, c'est qu'en fait, c'est une marque française, mais qui produit essentiellement ses vêtements, ses chaussures, ses jogging, tout ce que tu veux, à l'étranger, en Chine, au Bangladesh. Et on a du coup obtenu, parce que c'était difficile, ça aurait été très difficile d'arriver à démontrer, par exemple, ce qu'on démontre dans cette enquête, que Decathlon produit ses vêtements grâce au travail forcé des Ouïghours, donc une communauté musulmane réprimée en Chine, dans le Xinjiang. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans qu'une source, à l'intérieur de Decathlon, nous transmette un document très sensible pour les entreprises, c'est la liste de ses fournisseurs. 1700 fournisseurs de Decathlon, c'est un truc, c'est dans un coffre-fort, il faut que personne ne le trouve, notamment les petits concurrents, mais par ailleurs, les journalistes, pour ensuite remonter la liste, et depuis certains noms, on voit que très vite, en fait, on voit que la Chine est parmi les premiers fournisseurs avec des gros prestataires, donc des sous-traitants. On commence à regarder la liste des sous-traitants chinois, et il y a un nom qui va tilter, c'est Jifa. Jifa, c'est le deuxième plus gros sous-traitant de Decathlon en Chine. Et Jifa a été déjà accusé dans des rapports internationaux de faire travailler les Ouïghours. C'est de l'esclavage moderne. Les femmes, essentiellement, les familles, il y a des enfants et tout, mais sont pas payées. Ou au lance-pierre des miettes, on leur retire leur papier, parfois ils sont transférés du Xinjiang pour aller travailler dans des usines, ils dorment dans des camps, c'est un truc, et il y a très peu d'images par ailleurs qui sortent depuis la Chine de ces conditions. Il y en a eu, quelques médias ont sorti des choses, c'est effrayant, tu vois, on voit des wagons de train qui ramènent avec des policiers qui font monter ces musulmans dans des wagons pour aller travailler. Ouais, donc, c'est de l'esclavage, quoi. C'est total. Et donc, c'est grâce à cette liste, on remonte et on fait ce que je te disais, la chaîne d'appro. C'est là, t'as ton Kalenji là, que tu mets pour aller jouer au football. Je t'ai vu la dernière fois. C'est vrai. Tiens, vas-y, on va essayer de voir où il a été. On remonte. On arrive à la C'est source. ce que j'allais demander. C'était ma question d'après. Vous remontez le fil, vous partez pas de l'étiquette un peu, ou c'est surtout vous essayez de trouver des sources en interne. C'est une question que je pose à tout le monde. Comment dans ces groupes où comment on trouve des sources, comment on trouve des gens qui nous parlent Franchement, ça dépend. Secret de fabrication, non, c'est, mais là, c'est comme Decathlon, c'est une liste secrète. C'est ça. Non, franchement, pour Decathlon, je vais être là. Je peux te faire la coulisse rapidement, sans trop le détailler, mais c'est quelqu'un qui nous contacte, quelqu'un qui travaille chez Decathlon, qui nous contacte sur un sujet tout autre. Et c'est souvent le cas. C'est un sujet personnel.
un sujet de mauvais traitement, un manager qui te parle mal, Ouais. un licenciement brutal. Ça peut être toutes sortes de mauvais traitements, mauvaises conditions. Tu demandes une augmentation, tu l'as pas. J'en sais rien. Dans l'occurrence, je vous dirai pas ce que c'était son problème à lui ou à elle, à la source. Mais elle nous contacte sur quelque chose qui, nous, à Disclose, nous intéresse peu, à savoir les problématiques personnelles. On fera pas un sujet social, tu vois. En revanche, en discutant, très vite, on comprend qu'elle est à un endroit qui est stratégique. Et de fil en aiguille, on lui explique, nous, où on voit l'intérêt pour le public, pour Disclose, et à la fin, pour la source, de changer de braquet, et plutôt que de partir sur un conflit personnel, de partir sur une faille du système de production. C'est vrai que c'est souvent ça. On est souvent confronté à quelqu'un qui vient et qui a un problème qui la concerne avant tout. Et puis, au cours du témoignage, on découvre des choses plus graves. Toi, ça part de là. Ça part de plein de Pas choses. que. Parfois, le problème, il est juste en termes de valeur, quoi. Il y a des gens qui bossent à des niveaux où ils ont accès à des documents qui peuvent nous intéresser, confidentiels, etc., qui n'ont pas forcément de problème direct avec leur patron, mais qui sont dans une lutte un peu interne en termes de valeur entre ceux qu'ils portent eux personnellement dans leur vie privée, etc., et ce qu'ils font dans leur entreprise, et qui à un moment donné, parce qu'ils peuvent pas dans le cadre de leur entreprise peut-être faire quelque chose de fort, etc., parce que c'est des entreprises où les CSE sont faibles, où il n'y a pas beaucoup de syndicats. Moi je parle pour LVMH, où le syndicalisme est attaqué constamment, où c'est difficile en fait de faire de la résistance en interne. Donc il y a des gens qui parfois le font en nous filant des infos. Et puis aussi, il y a le fait de réécrire, mais je pense que c'est pareil pour nous trois en fait, c'est de réécrire souvent sur la même entreprise. Ouais. Moi, au début, j'avais vraiment que, entre guillemets, des petites mains qui m'écrivaient. Et c'est parce que, avec tous ces papiers, j'ai été identifiée sur le groupe LVMH qu'après, j'ai reçu des choses qui concernaient après des plus hauts cadres, après des sièges, après le groupe tout court. Enfin, voilà. Mais maintenant, t'es une star. Pas du tout. Toujours pas. Mais maintenant, je reçois plus de choses, par contre. Et t'es une star au point qu'ils aient fait une liste noire de médias auxquels il faut pas parler. Et Mediapart, ils ont interdiction de communiquer avec Mediapart. Oui, alors, moi, ça m'a fait moyennement rigoler cette histoire, parce que c'est une histoire qui a été révélée par Alexandre Berthaud de La Lettre. En fait, c'était un document signé de la main de Bernard Arnault qui était envoyé aux hauts cadres du groupe pour leur expliquer qu'il y avait une liste de médias dont on n'est pas les seuls. Il y a la Lettre, il y a, qui est aussi un média indépendant. La Lettre, avant ça s'appelait La Lettre A, qui est un média peut-être plus confidentiel, mais en tout cas qui écrit régulièrement sur les entreprises. Il y avait Glitz, qui est leur média mode. Il y avait Miss Tweed, il y avait Le Canard. Voilà. Et en tout cas, il disait aux cadres, attention, si vous avez dans vos équipes des gens qui parlent à ces médias-là, ils risquent gros, en somme, le licenciement. Et ça peut être pris comme un truc, tu vois, tu disais Star, ça peut être pris comme un pins, mais moi ça m'a emmerdé gravement, parce que du coup, déjà que les sources étaient très frileuses à nous parler, qu'on marchait sur des œufs, que c'était compliqué même après des années, là il y avait carrément le grand patron qui les menaçait en 4x3, et en plus que c'est sorti, donc ça a stressé pas mal de monde, et notamment les gens qui n'ont pas de protection, etc. Voilà, ça nous a pas empêché de faire les papiers, on arrive toujours à rassurer les gens et à trouver une manière quand même de raconter les histoires, mais il y a une période où moi je sentais qu'avec mes sources à LVMH c'était plus compliqué à cause de cette lettre, quoi. Dans le groupe Bolloré, il y a la difficulté de faire parler ceux qui y sont, mais ils tentent aussi de contrôler la parole de ceux qui sont partis. On a vu récemment Jean-Baptiste Rivoire, qui est un ancien de Canal+, qui a été condamné pour avoir témoigné. Ils font signer une clause, c'est ça ? Oui, je ne sais plus combien s'élève aujourd'hui le nombre de journalistes qui ont été virés de l'empire Bolloré, pour résumer, et qui tous sont partis en signant soit, alors il y a des clauses dans les contrats, dans les ruptures de contrats de non-dénigrement, on se pourrit pas la gueule les uns les autres quand on se sépare, c'est usuel. C'est usuel, ça peut s'entendre, mais sont négociés souvent, pas systématiquement non plus, mais des clauses à part,
de non-dénigrement, mais qui vont jusqu'à dire que la personne n'a pas le droit d'enquêter ou de parler sur ce qui pourrait se passer par la suite dans l'Empire Bolloré. Alors, en droit, c'est des clauses qui si on les attaque, sont totalement léonines. On peut les faire sauter. Le problème, c'est que quand on vous dit tiens, tu as 100 000 euros de plus si tu acceptes cette clause, les gens réfléchissent, hein, forcément. Ah, bien sûr. Et, surtout quand après ils sont au chômage. Surtout quand après ils sont au chômage, effectivement. Et ce qui est arrivé à Jean-Baptiste Rivoire, qui était donc un journaliste en charge des documentaires et de l'investigation à Canal+, qui n'avait plus beaucoup de travail, le pauvre, parce que le sujet avait été totalement zappé par l'équipe de Canal+, c'est qu'il a signé cette clause. Il part, je crois, en février 2021, et il témoigne. Je veux pas minimiser le témoignage de Jean-Baptiste Rivoire dans ce documentaire de RSF, mais il dit en gros ce que beaucoup de gens disaient déjà. Sauf que lui avait signé cette clause, il a été attaqué, il a perdu et il doit rembourser 142 000 euros. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui concerne l'Empire Bolloré, et il y a effectivement ce fait de trouver des sources. Alors soit il y a un corps social dans l'entité menacée, quand c'est une rédaction, c'est souvent des choses plus simples, mais quand on parle de... Je sais pas, on a beaucoup enquêté sur les centres d'appel, par exemple, de Canal+, qui ont tous fermé aussi, avec des gens qui ne sont pas rompus à parler avec des journalistes. Ça devient beaucoup plus compliqué. Quand on monte dans les sphères dirigeantes, ça devient toujours encore plus compliqué. Il faut à chaque fois persuader les gens. On leur dit, mais il faut que vous parliez, il faut que vous témoigniez, parce que c'est ce qui se passe chez vous est scandaleux. Et c'est un travail très compliqué, alors qu'il nous devient plus compliqué quand on vit d'une rédaction de tous ces journalistes. Forcément, nous, il nous arrive de perdre de sources, mais il en reste toujours. Je calculais là dans un papier qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec Isabelle Roberts, nous, on a environ 25 sources par papier. Enfin, alors en plus, on est deux, donc c'est pratique, on se recoupe chacun de nos sources. Pour expliquer aux gens, vous co-signez tous vos articles. On écrit à deux avec Isabelle Roberts et on signe tous nos papiers à deux. Ce qui fait que, on multiplie les sources. Deux, ça évite aussi les problèmes de déformation de ce que l'un dit à l'autre en disant, mais attends, il y a un mec qui m'a dit quelque chose, je trouve que ça ressemble vachement à ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu es sûr qu'ils ne sont pas parlés par le biais d'un troisième? Donc on évite ce genre de choses-là. Et la confiance, le fait effectivement de rester sur un sujet, comme vous le faites chez Mediapart, comme on l'a institutionnalisé au jour avec notre feuilletonnage qui, nous, est totalement assumé, contrairement au reproche qui est fait à Mediapart, ça crée vraiment une confiance. C'est-à-dire que les gens lisent un papier, se disent, OK, bon, ils ont fait un papier, il est pas mal, mais ils en ont fait 4, ils en ont fait 5 sur le même sujet, ils se sont dit, on va peut-être leur faire confiance. Nous, ça nous est arrivé dès le début de notre enquête sur Bolloré, on nous a parlé d'une vidéo des Guignols que Vincent Bolloré aurait écrite. Et ça ressemblait vraiment à une légende urbaine. Tout le monde nous en parlait. Les gens la fantasmaient à force. Jusqu'à ce qu'au bout de 2-3 ans, quelqu'un nous dise, bon, j'ai lu on en avait fait 60 peut-être, papier. Je vous donne cette vidéo-là. C'est au moment où parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, cette vidéo. C'est au moment où il vire les auteurs des Guignols parce qu'il trouve que ça ne le fait pas rire. Il les vire et, si j'ai bien compris, il leur... pour caster les nouveaux auteurs, il leur demande d'écrire une vidéo. Alors, soit lui l'a écrit, soit quelqu'un a écrit cette vidéo, où en gros, qui met en scène le limogeage de PPD, qui est le présentateur Guignol, et il va les obliger à tourner cette vidéo pour tester un studio. Donc, en fait, on a les équipes des Guignols qui tournent une vidéo de leur propre humiliation. Ah ouais, c'est ouf. C'est en forçant la main. Pour le nouveau patron? Ouais, on a l'habitude, hein. J'en ai vu défiler des patrons, moi. Bah, celui-là, il a l'air coriace, hein. C'est fou parce que on y voit une fête. Alors, une fête à la Canal telle que se l'imagine Vincent Bolloré. Il y a donc des mecs en train de fumer des pétards. Il y a de la coke, du champagne. Il y a de la coke, du champagne. Et pourquoi ils font la fête? Parce que c'est lundi. Et d'un seul coup, tout s'arrête. On voit une main mystérieuse qui arrête toute la fête en disant la fête c'est fini, etc. Et c'est totalement dingue de faire un truc pareil. Et de les obliger à tourner la vidéo. Oui, alors, que vous avez diffusée et allez la voir, c'est vraiment incroyable. Et ça nous manque, hein, les Guignols. C'est vrai. C'était bien quand même. Hein. Mais maintenant, il y a c'était déjà moins drôle avant Bolloré. Ouais, mais je sais pas, moi j'ai re-regardé là les trucs sur quand il mettait en scène Sarkozy et tout. Ah bah oui.
c'était bien. Ah Il y avait ouais. des Et trucs il y a pas mal. plus- Moi, ça me c'est une partie de ma formation poétique. Mais... Il y a de satire, nulle part aujourd'hui. Hein. Et cette vidéo, elle montre la main de Bolloré qui coupe l'électricité. Et ce qui est incroyable dans ces groupes, et les quelques fois où j'ai enquêté, c'est à quel point ce contrôle, il est extrêmement centralisé. Tu vois, tu disais, la liste des médias, elle est signée de la main de Bernard Arnault. On se demande comment, dans un empire aussi grand, il a le temps de se pencher sur des choses qui peuvent paraître... Ah bah si, c'est hyper important pour lui, l'image publique. Mais il contrôle tout. Il contrôle tout. Et il y a eu une affaire dont on a beaucoup parlé dans le groupe LVMH. C'est François Ruffin, quand il était journaliste, où ils vont aller jusqu'à l'espionner. Oui. Le placer. Vous avez publié sur Mediapart les osios où on entend ça. Oui. Où ils vont aller jusqu'à espionner un journaliste parce que il fait un happening et il écrit des papiers dans Fakir. J'adore Fakir, c'est des copains, mais on se dit, c'est l'empire de Bernard Arnault va pas s'écrouler à cause de Fakir, et pourtant, il... Et oui, il fait carrément appel à Bernard Scorsini, qui lui va aller chercher tous ses contacts dans la police et dans la gendarmerie. C'est-à-dire qu'en plus, on est dans un mélange privé-public complètement délirant, qui d'ailleurs n'a pas été vraiment condamné, puisqu'il y a un accord judiciaire concernant cette histoire. LVMH a payé, même si François Ruffin aujourd'hui essaye de ramener l'affaire par un autre biais judiciaire, mais c'est hallucinant l'énergie qu'ils ont mis pour surveiller Fakir, mais ils ne se sont pas arrêtés là, malgré l'accord qu'il y a eu. Aujourd'hui encore, l'énergie qu'ils mettent pour essayer d'empêcher toute parution médiatique concernant leur groupe qui dirait ce qui s'y passe vraiment, elle est quand même hallucinante. Moi, j'ai plein d'exemples. En relisant tes papiers, je me souviens de cette histoire d'une femme qui s'appelle Samira, qui a monté une petite entreprise de crème, elle fabrique des crèmes chez elle, et elle a décidé d'appeler sa TPE, sa micro-entreprise, l'instinct... Auto-entrepreneuriale, toute seule. Et toute seule, voilà. L'Instinct Paris, sauf que LVMH est propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Givenchy l'Instinct, et ils vont l'attaquer pendant des années pour faire disparaître sa marque, et quand toi, tu vas enquêter, et ben là, d'un coup, le discours change. Mais tout est délirant dans cette histoire, franchement. Bon, déjà, elle est toute seule, elle fait des crèmes que globalement, elle vend sur les marchés locaux. Hein. Enfin, c'est ça l'histoire. Parce qu'en fait, elle est en situation de polyhandicap et qu'elle pouvait plus faire son taf d'avant. Donc, c'est des petites crèmes qu'elle fait faire dans un laboratoire, pas trop loin. Elle a choisi, il y a 3 parfums. Enfin, je veux dire, on est sur un truc petit, quoi. Donc, elle fait ça et elle dépose l'Instinct Paris à l'INPI. Donc, l'INPI, c'est l'endroit où on dépose les marques pour qu'on puisse pas... la propriété intellectuelle. Voilà, la propriété intellectuelle. Voilà. Et là, elle subit une première attaque de LVMH qui dit, en fait, nous, donc Givenchy fait partie de LVMH, et Givenchy a déposé l'Instinct. Alors moi, j'ai essayé de trouver ce parfum, j'ai jamais trouvé. Hein. Donc, mais ils l'ont déposé, voilà, Givenchy l'Instinct, et ils lui disent, en fait, du coup, tu nous recopies, les gens risqueraient de se tromper entre un parfum Givenchy qui n'existe pas pour l'instant et tes crèmes que toi tu fais et que tu vends sur les marchés. Donc, en fait, non. Sauf que l'INPI dit, non, mais là, vous déconnez, l'instinct ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas privatiser un mot du dictionnaire français. Donc, le premier passe pas, ils en font un deuxième. Et il faut savoir que pendant qu'il y a cet imbroglio-là, elle ne peut pas vendre ses crèmes. Elle se retrouve au RSA avec des cartons dans son salon qui s'empilent. Et puis, devoir préparer aussi, j'imagine, sa défense en plus. Toute seule, parce qu'elle n'a pas d'argent pour les avocats. Ouais. Mais oui, c'est... Donc oui, donc la fille, elle se retrouve sur des forums juridiques à essayer de faire un truc. Elle crée une défense, des conclusions qui franchement sont assez... Voilà, elle est forte quand même. Donc elle fait des conclusions et moi j'arrive alors qu'ils l'ont attaqué déjà 2 fois. Et il y a déjà un article dans la presse locale qui raconte un petit peu l'histoire. Et j'arrive 2 ans après le début du conflit, je pense. J'envoie des questions en disant, mais sérieux... Ça, c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre à un niveau incroyable. Pourquoi vous faites ça je comprends pas. En plus, elle leur écrit des lettres larmoyantes, mais elle raconte sa réalité. Elle dit, voilà, moi, je suis handicapée, j'ai pas de travail, j'ai les cartons chez moi, je suis en train de me former au juridique pour vous répondre. Enfin, j'en peux plus, arrêtez de me harceler et tout. Elle écrit chez Bernard Arnault. Enfin, bon, bref, elle fait des pieds et des mains. Il la calcule pas. Le média local qui écrit l'article, ils leur répondent pas. Et moi, quand je leur écris comme c'est pour Mediapart, il l'appelle tout de suite, genre le lendemain de la réception. Arrête de dire ça. Il l'appelle tout de suite le lendemain en disant, oh là là, en faisant montre d'une humanité nouvelle.
en leur disant, oh là là, mais c'est terrible ce qui vous arrive, etc. Il faut vraiment qu'on discute avec votre avocat. Entre-temps, elle a trouvé un peu d'argent pour se prendre un avocat et tout. Donc, ils commencent à discuter d'un arrangement financier, parce qu'elle, pendant 2 ans, elle n'a pas pu bosser, elle n'a pu rien faire. Et puis surtout, elle a payé les crèmes et tout. Enfin, bon, bref. Et mon article, il sort dans l'intervalle. Je lui dis, vous êtes sûr? Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Et l'article sort, et 2-3 jours après, l'avocat de Samira Rilassi rappelle LVMH en mode, on est où de notre accord? Vous ne m'avez pas rappelé? Ils disent, il n'y a plus d'accord en fait. L'accord L'article financier. est sorti, il n'y a plus d'accord. Ouais. Ils le disent pas comme ça parce qu'ils sont un peu plus intelligents. Ils disent, mais non, en fait, finalement, on a changé d'avis, quoi. Enfin, en fait, il n'y a plus d'accord. Et le but, c'était juste d'empêcher qu'il y ait une enquête dans Mediapart. Et du coup, on a fait un deuxième papier. Toujours en rajouter une couche. Ouais, est-ce que quand vous enquêtez sur ces groupes, alors le groupe Bolloré, l'Empire Muluez, mais d'autres enquêtes, est-ce que vous avez des réponses? Est-ce que vous avez accès à des interlocuteurs? C'est quoi? C'est des services de com? C'est le PDG en personne? Vous avez sur Decathlon, vous avez eu qui en face pour vous répondre? C'est toujours ultra verrouillé et c'est toujours les services de communication qui sont toujours très bien dotés et très bien garnis. Donc non, tu peux essayer. Enfin, on essaye toujours de filouter, de bypasser, quoi, de passer au-dessus de la com. Et t'as toujours quelqu'un qui te renvoie vos questions à la com. Et t'as encore raté. Bon. Et donc non, c'est toujours la com, mais pareil, tu vois, on avait fait une grande enquête sur Ikea. Ouais. Toujours chaîne d'approvisionnement, Ikea, géant de l'ameublement, un arbre coupé toutes les 2 secondes. Des terres accaparées. Des terres de la accaparées. pollution. C'est un des plus gros propriétaires de forêts au monde, Ikea. Mm. Parce qu'il faut bien qu'on meuble nos trucs pendant 1 an et demi, là, nos petits studios parisiens avec une bibliothèque Billy pour la citer. Mais ouais, donc quand on fait Ikea, bah pareil. Là, on fait un documentaire. En plus des enquêtes écrites, on produit un documentaire pour Arte. Qui Et, est trop bien. Merci. Cool. et là, tu es dans un docu, donc tu as de l'image. Donc, tu as d'autres contraintes que quand tu es à l'écrit. Tu dois avoir des personnages, des témoins, des gens face caméra. Enfin, tu as la contrainte de l'image, quoi. Donc, on a essayé, évidemment, de d'abord tourner dans des magasins. Parce que, pareil, un documentaire, tu as envie d'avoir la séquence dans les grands hangars Ikea. Refus. On a essayé d'avoir des représentants d'Ikea. Alors qu'en plus, là, notre filouterie, c'était de dire que c'était un documentaire sur toute la communication, comment on fait du durable dans le monde, dans le bois, dans l'industrie du bois aujourd'hui, dans les difficultés qu'on connaît. Ils ont dû sentir que le truc allait pas, même si on s'était pas présenté en Disclose, mais en Arte. Et bon, on n'a pas eu de communicant d'IKEA. En revanche, à la fin, quand on sort le documentaire, là, je me prends une salve de menaces, en fait, de prise de contact, mais pas par Ikea, par des prestataires. Et c'est là que c'est intéressant, c'est les sous-traitants, parce que, encore une fois, on est allé chercher les sous-traitants en Pologne, les sous-traitants un peu partout en Europe, en Suède et ailleurs, en Roumanie, beaucoup, ils saccagent tout là-bas. Et c'est les sous-traitants qui disent qu'on avait réussi à avoir là où la filouterie avait fonctionné. Content de parler à une chaîne de télé française au Brésil, Arte Mobili et Mardom, c'est une boîte en Pologne. Et là, par contre, on reçoit des messages d'avocats, je reçois des lettres d'avocats, je suis à l'étranger, je suis pas dans le truc. Retirez immédiatement, on va vous mettre un procès, retirez immédiatement la séquence qui était l'ouverture, la Mardom, les Polonais, l'ouverture du documentaire. J'ai Arte qui m'appelle, attendez, qu'est-ce qui se passe, vous aviez mal dealé? Non, c'est un coup de pression, tranquille. Et moi, j'étais quand même, j'essaie de temporiser, mais je revérifie. On avait des accords signés, tu vois, on demande des conventions, des attestations de droit à l'image et tout, donc on avait tout récupéré. On avait tout fait dans les clous avec cette boîte, mais elle s'est pris une énorme soufflante de Ikea, de son principal client. Ils arrêtent, quasi ils l'écoulent, tu vois. Donc là, c'était un peu chaud. Mais c'est pour dire que... Donc non, pour répondre à ta question, franchement, on les a jamais, dans quasiment aucune des enquêtes maintenant, même quand c'est l'État, on n'arrive plus à avoir des contradictoires, c'est super compliqué. Et donc, ils essayent de passer autrement pour... Et Vincent Bolloré, vous prenez le café ou vous avez des coups de pression? Alors, ni café, hélas, ni coups de pression, tant mieux. Mais bon, à chaque papier, enfin 252 épisodes de l'Empire, là, pas autant de contradictoires parce que tous les papiers ne nécessitent pas un contradictoire, à savoir quand on a une info à balancer, il faut quand même avoir la version du groupe incriminé. Mais je ne sais pas combien, Isabelle et moi, on a je ne sais pas combien de mails envoyés à la communication, soit de Vivendi, soit de Canal+,
en disant bonjour, est-ce qu'il serait possible de parler à Monsieur Bolloré ou tel au sujet de ça? Et on nous dit on nous répond bonjour Raphaël, non, la direction ne s'exprime pas. Donc et après donc nous on s'est aperçu très vite qu'on était blacklisté. Parce que Canal+ organise très régulièrement des projections, des conférences de presse, donc on n'est plus invité à rien du tout. La dernière, on y était allé. Bon, on avait titré un nouveau canal à la conf, certes, mais je sais que c'est pas très gentil. Et t'étais pas à Cannes non plus. Eh ben non, je le regrette. Mais oui, effectivement, on est totalement blacklisté. Et on ne nous répond jamais. Ce qui est toujours gênant. Mais bon, si on nous attaque ensuite derrière pour dire vous n'avez pas respecté le contradictoire, il dit on a bien voulu, on a bien essayé, mais on ne nous répond pas. Ouais. Et des pressions. Et j'imagine qu'avec du groupe LVMH, c'est un peu pareil. Pareil, et j'ai appris il n'y a pas longtemps un truc, oui, très peu de réponses, déjà avant la lettre de Bernard Arnault, et j'ai appris il n'y a pas longtemps par une source très bien placée à LVMH, que des fois il y avait des patrons qui me faisaient des réponses, et c'est Jean-Charles Tréant, le responsable des relations publiques de LVMH, donc très très haut placé, qui les bloquait. Genre des fois il y a des patrons, parce que donc c'est 75 boîtes, etc., il y a des patrons qui me faisaient une réponse et tout, qui prenaient du temps. La personne en question m'a dit, il a quand même passé l'après-midi à te répondre et tout, et en fait c'est Tréant qui bloque. Il a une pile de réponses sur son bureau. Non, mais c'est fou. En plus, alors que nous, on le fait de toute bonne foi. C'est pour qu'ils puissent répondre sur chacun des éléments qu'on publie, etc. C'est plutôt en leur faveur, d'ailleurs. Oui, et puis, pour être très transparent, moi, il m'est déjà arrivé sur une enquête de préparer mon article, d'envoyer des questions à la personne ou la structure mise en cause et de modifier en fonction des réponses. Si les gens nous apportent des éléments qui permettent de faire évoluer l'article, évidemment qu'on le fait. Enfin, c'est pas que... histoire de les emmerder. Parce qu'en plus, pour tous ces gens de la com auxquels on a affaire assez souvent, si leur boulot c'est juste de faire porte de prison, alors que c'est pas ça le boulot de quelqu'un de la com dans un groupe, c'est aussi justement d'expliquer des choses, parce qu'effectivement il y a des choses qu'on peut avoir mal comprises ou dont on n'a pas la version. C'est leur boulot d'expliquer, de parler avec vous, alors éventuellement de nous mettre un petit peu de pommade. De pommade. J'allais trop un peu de pommade pour essayer d'enrober tout ça. Mais ces gens-là se retrouvent. Moi, j'ai eu quelqu'un de la com une fois dans l'Empire Bolloré qui m'a dit mais j'arrête. Moi, mon boulot, ça consiste à dire non, nous nous exprimons pas. Ça va, j'arrête. Ouais, c'est vrai qu'en plus, comme tu disais, comme on est quand même rigoureux, consciencieux et pro, en fait, tu peux déminer si tu réponds. Je pense que tu peux déminer, faire tomber ou sauveter, alléger des infos que nous, on les fait rentrer au bazooka. Je sais que parfois, quelques fois où ils nous ont répondu et ils sont un peu finaux, peut-être tu te fais une petite réu derrière, genre attends, au moins qu'il y ait leur version. Ouais. Et ça les empêche pas, des fois ils te répondent pas, mais ils te menacent quand même après. Ils te disent c'est à charge, on va porter plainte en diffamation, on va faire un droit de réponse. Enfin oui, bon, le droit de réponse je t'ai donné pendant que je faisais l'enquête et tu m'as pas répondu, quoi. Thales, ils nous ont fait ça. Thales, sur les ventes d'armes à Israël, on leur envoie toute une série de questions, ils répondent. Ah oui, quand tu fais 12 questions, 20 questions, et tu sais, ils te font un tout petit paragraphe qui répond pas aux questions, mais qui est un peu leur tiens, on te donne notre sentiment. Ils ont fait ça, donc il n'y avait rien dedans à utiliser pour une enquête qui était béton. On avait des factures des éléments qu'ils envoyaient de drones pour assembler des drones par un des plus gros vendeurs d'armes israéliens qui fournit l'armée, bref, en plein génocide. Et on fait l'enquête, et en fait, ils nous envoient plus tard un droit de réponse. On dit on vous a posé toutes les questions, mais ok, vas-y, on va le mettre en fin de papier, votre droit de réponse. On va dire qu'on confirme tout ce qu'on a écrit, parce que vous dites que c'est faux, mais on le confirme, on a les documents. Et hop, tac, attaque en diffamation. En 3 niveaux comme ça. Il y a aussi une autre technique que vous avez certainement éprouvée aussi, j'imagine, à Mediapart. C'est, moi, je pense à pas mal de révélations qu'on a pu faire sur des députés du RN ou des candidats municipaux dans des groupes Facebook racistes qu'ils n'ont pas modéré alors qu'ils avaient l'obligation de le faire. On leur envoie le contradictoire, tout comme il faut, avec le délai comme il faut. Ils ne nous répondent pas. Et 2 jours après, il y a une interview dans la presse locale, le grand classique, qui va être titré « Oui, les jours, une officine d'extrême gauche ». Alors que l'officine d'extrême gauche, c'est vous, c'est pas nous. Ou alors c'est vous, chef de presse, peut-être. Eux, c'est l'officine et nous, c'est l'extrême gauche. C'est ça que vous êtes à côté. Pardon, désolé, c'est trop long, hein. Je rajoute un truc. Moi, une fois, ils m'ont fait ça
avant publication. Ah oui, C'est-à-dire, ça, c'est énervant. c'était waouh. Genre, je faisais un reportage, enquête, on va dire, sur à quel point Saint-Tropez et la mairie de Saint-Tropez est soumise aux desiderata de LVMH. J'avais titré ça, je sais pas, Bernard Arnault, seigneur de Saint-Tropez, un truc comme ça. J'envoie des questions à LVMH qui me snob, la mairie qui me snob, qui m'insulte juste dans un petit mail, genre en mode oui, c'est scandaleux, et voilà. Avant que je publie, ils ont été rapides parce que j'ai quand même publié vite, mais avant que je publie un article dans le JDD de Bolloré, ami de Bernard Arnault. Donc 2 pages sur Saint-Tropez pour dire que c'est génial et que c'est pas du tout un grand centre commercial de luxe et que c'est un village de pêcheurs et que c'est génial, etc. Bon, grand bien leur face. Mais surtout, un petit paragraphe comme ça, les sales méthodes de Mediapart. Mon papier, il est même pas sorti. Hein. Et un tissu de mensonges sur mon papier qui n'est pas encore sorti et auquel ils n'ont pas répondu. Et ça sort dans le JDD, quoi. Même pas dans, je sais pas, le Parisien où c'est pas la mairie qui s'exprime, c'est le journaliste du JDD qui dit ça, quoi. Mais tout à l'heure, tu parlais des réponses des cadres qui étaient censurés. Mathias, toi, tu as eu affaire à un autre type de censure. C'est dans le cadre de Lactalis. L'État s'est mis en quelque sorte au service de l'entreprise parce que ils ont censuré des documents que vous aviez demandés. C'est assez drôle, il y a des pages entières couvertes de noir, littéralement. Est-ce que tu peux redonner le contexte et nous raconter ça ? En fait, du coup, on avait fait une enquête sur Lactalis. Lactalis, c'est le camembert président, le bleu d'Auvergne. Le lait en bouteille. Évidemment, Lactel et tous les laits en bouteille. Enfin, c'est ce que vous avez dans votre frigo, qu'on a souvent tous dans notre frigo, sauf si vous allez chez le petit commerçant bio du coin. Et donc, Lactalis, on a fait une très grande enquête sur l'ogre du lait. Lactalis, une firme sans foi ni loi. Alors, on mange le fromage, on va l'acheter au supermarché, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Mais quand on voit ça, ça fait beaucoup de peine. Il y a une certaine impunité de la part de l'entreprise à polluer en parfaite connaissance de cause. C'est des méthodes de voyous, faut pas qu'on dise le contraire. C'est une enquête d'initiative, c'est-à-dire il n'y a pas une source qui vient nous voir, on se dit Lactalis, c'est un géant, c'est le numéro 1 des produits laitiers, il est français, il a des usines partout en France, et par ailleurs, ce qui a été intéressant et ce qui nous a, je digresse avant de répondre, ce qui nous a intéressé, c'est qu'on connaît pas, on sait pas où sont produits les produits de Lactalis, tu vois, c'est des laiteries, ils appellent ça, des crèmeries, donc c'est très artisanal. Énormes usines. C'est des usines, ouais. Grosses usines, mais qui sont jamais floquées Lactalis. Donc c'est rien que ce travail d'enquête-là, de ramasser les 60 et quelques usines qui bossent que pour Lactalis et qui produisent son fromage et ses bouteilles de lait, c'était intéressant. Et ensuite, nous, on voulait voir comment ils faisaient leur respect des normes environnementales, etc. Bref, il y a beaucoup à dire sur Lactalis, notamment sur l'aspect sanitaire sanitaire dans les usines et la propreté, tout simplement. Et en fait, on avait demandé à l'administration, à la DGCCRF, donc c'était la direction des fraudes, qui font des examens, tu vois, des inspections, il y a des documents, c'est des documents administratifs, ils font des inspections dans les usines, inopinés par surprise ou non, le plus souvent pas par surprise. Ouais. Et on voulait récupérer tout un tas de jeux de documents et analyser les inspections par les autorités. Sachant qu'ils sont un peu obligés de les donner. C'est ça, il y a dans le droit français, tu as le droit d'accès à des documents administratifs. Tout le monde, tous les citoyens peuvent demander des documents. Les journalistes, évidemment, s'en servent souvent. Là aussi, on parlait des non-réponses et tout. C'est aussi compliqué, de plus en plus difficile de faire valoir ce droit et d'obtenir les documents. Mais là, ils répondent. Ils répondent assez vite d'ailleurs, et ils nous envoient des docs. Ils nous envoient des docs qui sont caviardés, censurés, des carrés entiers, notamment sous des titres qui nous intéressent, anomalies, problèmes, les problèmes repérés dans l'usine et tout. Carrés entiers. Ouais, on les mettra au montage. Il y a des pages entières qui sont noires. Pages entières noires. Ce qui est dommage, c'est que nous, une source nous avait préalablement donné certains de ces documents. Et on voulait avoir, pour pas griller notre source, on voulait d'abord, il y a prescription maintenant, on voulait faire une demande officielle. Ouais. Comme ça, on se baquait, s'ils nous donnaient les bons docs, c'était bien. Et c'est là que c'est rigolo, c'est que du coup, on a les docs, on savait ce qu'il y avait en dessous, et on voit tous les endroits qui sont biffés, sont exactement les endroits qui nous intéressent. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a aussi récupéré les échanges de mails entre Bercy, qui était le ministère de tutelle de la direction qu'on a... Le ministère de l'économie et des finances. Voilà, pardon, le ministère de l'économie. Et on a des mails de fonctionnaires de Bercy qui, en fait, rassemblent, concentrent toutes les demandes qu'on a fait à plein d'entités de services différents. Voilà, à plein de services, et qui leur dit, toutes les demandes de disclose,
vous nous les faites remonter, on s'en occupe. Donc, pareil, centralise tout, et c'est Bercy et pas les administrations qui vont... Eux, ils auraient probablement envoyé, tu vois. Mais là, tac, c'est verrouillé par l'allié objectif d'Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis. Et c'était marrant de voir l'envers du décor. Ouais. J'ai vu un gag dans ce goût-là tout récent pour Médiacité qui cherche à obtenir les notes de frais de Wauquiez à la tête de sa région, quand il était à la tête de sa région, donc refus, etc. Et demande CADA, comme on dit, pour obtenir ces documents-là. Et ils ont fini par gagner. Les docs leur ont été livrés, ils leur ont tout livré en papier. Il y a 3 cartons gigantesques et tout est en papier. Ça rappelle un film qui faisait ça. Et je crois que du coup, Médiacité fait appel à ses abonnés pour organiser une journée afin de dépioter. C'est drôle, c'est drôle. En fait, derrière ça, il y a le lien entre ces multinationales, ces ultra riches, et l'État. Il y a aussi le lien avec les politiques. Khadija, dans l'une de tes enquêtes, tu racontes dans quelles conditions Vuitton a obtenu d'organiser son défilé sur le Pont Neuf, qui est le plus vieux pont de Paris, contre les avis des agents de la ville. Oui, voilà. Alors, ça, c'était une enquête qu'on a fait à plusieurs dans le cadre d'une série sur la prise de Paris par LVMH. Donc, j'étais pas toute seule. Et sur le Pont Neuf, oui, de longue date, il y avait eu des demandes. À chaque fois, la préfecture, déjà, était plutôt réticente parce qu'il faut situer, c'est un pont assez central dans le centre-ville, dans le centre de Paris. Et là, on a Pharrell Williams qui devient, qui est à la tête de Louis Vuitton Homme, qui veut organiser un premier défilé qui claque. Il invite Beyoncé, Rihanna, et voilà, un truc stylé. Et en plus, moi, j'ai trouvé qu'il était joli ce défilé, mais pour tout dire, ce que je n'ai pas mis dans l'article. La musique et tout, enfin, c'était bon. Sauf que en fait, ils veulent le faire sur le Pont Neuf. Et que ça nécessite de le privatiser pour quelques happy few et de le privatiser pas que pendant le défilé. Le défilé, il faut installer, c'est une installation énorme parce que évidemment Louis Vuitton ne fait jamais rien en petit, donc ils installent les carreaux de Louis Vuitton sur tout le Pont Neuf, une espèce de manière de dire c'est à nous quoi. C'est à nous alors que le quartier il est déjà à eux en fait, parce qu'à la fin du Pont Neuf il y a la Samaritaine, c'est à eux. Cova, le café milanais, ils l'ont racheté. En face, il y a le siège social de Louis Vuitton. La place en face, ils installent toujours des œuvres d'art en lien avec des artistes avec lesquels ils travaillent, alors que c'est une place publique. Enfin, je veux dire, le quartier, ils l'ont déjà privatisé. Et là, ils veulent en plus le pont. Et donc, les services administratifs de la ville disent, bon là, quand même, vous abusez. Non, quoi. Enfin, en termes d'intérêt du public via votre intérêt à vous, là, on n'est pas, c'est pas OK. Et donc, ils donnent un avis qui est consultatif, mais qui est d'habitude écouté par la mairie, qui est de dire, bah non. Sauf que la mère, elle était invitée au défilé, quoi. Donc, le cabinet de Anne Hidalgo, mais on peut dire ça pour Delanoë, on peut dire ça pour Hidalgo, on dira ça dans pas longtemps pour la nouvelle mairie. Ils se sont soumis au désir de LVMH, et donc c'est la mère qui a accepté. Oui, alors Hidalgo était invitée à ce défilé, et elle y est allée, et puis il y a les médias aussi. Il est propriétaire du Parisien. C'est très important pour elle. C'est pas anodin. Ouais. Et le lien entre les politiques et les médias, c'est aussi quelque chose qu'on voit chez Bolloré. Alors Bolloré, c'est un peu différent. Il y a un projet politique, mais on voit qu'il y a Nicolas Sarkozy qui est au conseil d'administration du groupe Lagardère qui l'a racheté. Et puis, il y a les liens avec Jordan Bardella, avec qui il déjeune. Oui, il y a eu un déjeuner avec... C'est intéressant parce que l'Empire Bolloré n'était pas chaud sur Marine Le Pen, par exemple. Non, elle était trop dans les impôts. C'est un concept qu'ils n'aiment pas trop. Mais Jordan Bardella, ça a l'air de leur aller un peu mieux. Enfin, c'est un peu la tarte à la crème qu'on entend avec Giorgia Meloni en disant « Ouais, elle est d'extrême droite, enfin, elle est quand même ouverte au milieu des affaires, donc c'est plus... » Ce qui serait un truc qui compenserait. Ça leur va carrément bien, parce que Bardella, Enfin, il faut quand même voir, ils lui ont fait des nombreux cadeaux. Bolloré, il a édité son livre, ce qui est une façon d'offrir 800 000 € à Jordan Bardella, puisque c'est les droits d'auteur qu'on peut consulter dans les fiches de transparence. En tant que député européen, il doit indiquer toutes ses sources de revenus. Donc, il a 800 000 € pour les droits d'auteur de ses livres, alors que les hommes politiques ne peuvent pas être... Il y a des risques d'être accusés de corruption si on leur donne des trop grosses sommes. Et puis, la sortie de ce livre, ça a aussi été une tournée partout en France, financée par le groupe Bolloré,
Alors que théoriquement, un particulier ne peut pas donner plus de 7 500 € à un parti politique et une entreprise ne peut pas financer un parti politique. Là, ils ont quand même financé une tournée avec l'argent d'un groupe. Donc c'est un soutien politique assez important. Moi, je l'interprète comme ça. Non, mais c'est vrai, on peut considérer ça comme ça, si on est un petit peu pervers, effectivement. Je ne saurais pas si dire que je suis pervers, merci, mais... et une tournée, effectivement, médiatique qui a des échos du JD News en JDD. J'ai compté le nombre de une du JD News sur Bardella. Enfin, c'est fou. Et effectivement, il y a une chambre d'écho qui est offerte par l'Empire Bolloré et qui, en plus, ce que je trouve intéressant avec Bolloré, c'est qu'il permet autre chose chez les autres milliardaires, dont chez Bernard Arnault, qui a toujours eu un peu des médias et qui visiblement se satisfaisait assez d'avoir des médias qui perdaient un fric fou, parce que nous, dans les médias indépendants, on perd pas tous de l'argent. Hein. Je peux vous dire, nous, on en gagne un petit peu, vous en gagnez plein. Street Press, ça va aussi. On est à l'équilibre. Ouais, et l'équilibre. Et l'Opinion, un des médias désormais racheté par Bernard Arnault, ils ont, en 13 ans, je crois, ils ont cramé 45 millions d'euros. Bref... Bolloré, il a libéré des autres milliardaires. Donc Bernard Arnault, il n'avait un peu rien à foutre de ces médias. C'était sa danseuse, et il s'est mis à devenir très très dur avec ces médias, parce que, je pense, son ami Vincent Bolloré se comporte encore plus mal, et on l'a vu aux Parisiens, on l'a vu aux Échos, et ainsi de suite. Oui, c'est un écho, moi, que j'ai entendu dans le groupe de cadres de médias comme ça, où on a dit... La rumeur dit qu'il s'est dit « Ah, on peut traiter comme ça des journalistes » et ça passe. Oui, et c'est vrai sur l'aspect financier social, mais je pense que c'est même vrai sur l'aspect de l'idéologie. Je pense que Bolloré, il ouvre la porte à ce que Bernard Arnault, aujourd'hui, il utilise encore plus que ce qu'il faisait avant, enfin, en tout cas de manière encore plus assumée ces médias pour être vraiment des espèces de feuilles de propagande de ce que lui pense. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui résistent dans les rédacs, qu'il y a des SDJ, etc. Mais c'est à des niveaux maintenant, par exemple aux Parisiens, qui sont assez hallucinants. Hein. Oui. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire que Bernard Arnault, il est moins idéologique, etc., que Bolloré, parce qu'il s'en rapproche déjà. Bon, ils sont proches, mais par ailleurs, même sur le projet idéologique, il s'en rapproche de plus en plus. Il disait toujours, moi, l'extrême droite, jamais, pas du tout, je ne travaillerai pas avec eux, je ne les verrai pas. Et ses proches nous le disaient tout le temps en répétition. Bon, il a fait la une très sympathique à Jordan Bardella et sa meuf dans Paris Match. Voilà, on est en train de... Bolloré, il ouvre vraiment des portes. Et puis, un de ses fils a rencontré Bardella. Donc, il y a des liens secrets. On a parlé des liens avec les politiques en France, mais il y a aussi le lien de ces ultra-riches avec des régimes autoritaires ou dictatoriaux partout dans le monde, parce que business is business. Mathias, vous avez révélé un projet secret de Decathlon pour continuer à vendre des produits en Russie, alors que la France est, semble-t-il, en guerre contre la Russie. Ouais, business is business, hein, t'as tout résumé. Ils avaient annoncé, c'est pareil, ils font l'annonce qu'ils vont se retirer, ils se retirent de la Russie, qui était un gros client parce que ils agressent un pays voisin. Et là, nous, on a eu une source dont on ne connaîtra pas le Non, mais je me faisais le film. En fait, en faisant ce papier, ça nous a ramené la source d'après, sur la plus grande enquête sur la Chine et tout ça. Non, et en fait, ils ont continué à leur livrer, à leur fournir tous les stocks dont ils avaient besoin pour il y a Decathlon ferme, il y a une nouvelle entité qui se crée, qui leur appartient plus, ils sont plus dans le game. En revanche, ils ont toujours la continuité en interne, quoi. C'est les mêmes équipes et tout, donc ils ont toujours les 06 et ils passent par, c'était quoi, un mécanisme hyper complexe. Ils passaient par Dubaï ou Abu Dhabi. Il y avait des structures, tu vois, un peu fantoches qui leur permettaient de contourner l'embargo. Ils disaient pas en gros, on part de France pour aller directement à Moscou, et ils passaient par des pays du Golfe. Et c'est les pays du Golfe qui faisaient tampon et qui ensuite distribuaient. Et ouais, tu les prends là, tu les topes, mais si tu les topes pas, ça continue, quoi. Et c'est vrai pour tous ces groupes. Sur Bolloré, il y a ces liens avec le Togo, qui est un régime autoritaire. Il va être envoyé devant la justice pour corruption d'agents publics étrangers. Et c'est un lien qu'il entretient depuis longtemps. Il avait notamment utilisé Canal+ à l'époque.
tu l'avais révélé, Oui. pour faire... oui, c'est toi qui l'as révélé, normalement. Oui, non, mais c'est vrai, mais là, je remonte 252 épisodes, il y a des fois... Voilà, et tu l'avais révélé, il avait utilisé Canal+ pour faire la publicité, et suite à votre enquête, oui, s'est tapé sur les ce qui doigts. s'était passé, c'est qu'ils avaient fait un sujet sur Faure Gnassingbé, le président, je mets des guillemets avec mes doigts, du Togo, président élu du Togo, et on s'était aperçu c'était sur des entrepreneurs au Togo où ça cartonnait, où la ville était super et tout, et on s'était aperçu en fait qu'il avait utilisé des images, mais c'était à 70% du sujet. Le truc avait été à étapes en fonction des découvertes. Il avait utilisé vraiment des images fournies par la com du Togo et c'était vraiment d'un grossier, d'un grossier accompli. Et il a fini par être contraint par l'Arcom à un droit de réponse qui est passé, mais je crois, un 29 décembre à 5h du matin. Un droit de réponse de l'Arcom sur une chaîne, c'est quand même des choses assez rares. Mais votre enquête a quand même eu de l'impact. Et un petit impact. Mais c'est important de le dire, et c'est un peu le sujet. Ouais, il faut le dire, que des fois ça bouge, des fois on peut gagner contre Bolloré. Nous, le dernier épisode qu'on vient de publier, c'est une ancienne journaliste de Paris Match, Caroline Fontaine, qui a été virée du temps où Paris Match appartenait à Vincent Bolloré. Et elle a choisi de ne pas signer de clause de silence et d'aller au Prud'homme. Alors, aller au Prud'homme, c'est compliqué parce que ça prend du temps. Ça a commencé en 2023. Elle a gagné fin 2025. Et elle a gagné au nom de la liberté d'expression. On estimait qu'elle avait bien le droit d'ouvrir sa bouche pour critiquer la ligne éditoriale de Paris Match. Et aussi du fait du harcèlement moral qui avait été pratiqué sur elle par Laurence Ferrari, notamment. Khadija, toi aussi, tu as eu des victoires. En relisant les papiers, tes enquêtes, je suis tombé sur cette histoire de caméra d'espionnage planquée à la Samaritaine. Et c'est un sujet qui ensuite a eu des conséquences. Oui, ouais. C'était sympa parce que tu as vraiment pris... Genre, d'habitude, ça n'a pas d'impact. Mais là, oui, on a fait un article avec mon collègue Dan Israël sur des caméras camouflées au sein de la Samaritaine. Samaritaine, qui est un grand magasin à Paris qui appartient à Bernard, qu'il a racheté en 2021, le fameux truc qui ne marche pas du tout, qui est un grand mall de luxe, en gros. Il avait installé au moins donc là où il y a de la logistique, où les salariés viennent pour prendre des objets et les mettre dans le magasin, des caméras espions. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des caméras, et ça, il avait le droit, parce qu'ils avaient prévenu le CSE, etc. C'est des caméras qui surveillaient non pas des postes de travail, mais des espaces de travail. Donc tout était légal en termes de droit à la vie privée, tout, c'était OK. Mais il a rajouté en plus des caméras cachées dans des faux détecteurs de fumée, un truc que tu achètes genre sur Amazon en mode faux détecteur de fumée caméra là. Il les a installés. Les pauvres, pas de chance. Le truc, en fait, la caméra, elle s'allume dès que tu bouges. Donc, j'avais même eu accès à l'installation et ça avait été installé pas par un gars comme ça et tout. Ça avait été installé par le chef de la sécurité de la Samaritaine, donc pas n'importe qui, de DFS, qui était la société à laquelle appartenait la Samaritaine. Et donc, ils ont filmé et enregistrer les conversations des salariés de manière illégale pendant quelques mois comme ça, avant que des salariés s'en rendent compte, qu'on récupère par la magie certaines vidéos, voilà, et qu'on puisse raconter cette histoire. Bon, on pensait que ça allait comme d'habitude, à chaque fois qu'on écrit sur LVMH, on n'a globalement pas de reprise média, tout le monde s'en fout, etc. Surtout sur les sujets sociaux, on s'est dit, bon, ben voilà, on révèle ça, tout le monde s'en fout. Sauf que non, en fait, il y a quelqu'un à la CNIL qui l'a lu, qui s'en est saisi, qui a ouvert une enquête et qui a condamné la Samaritaine pour... Enfin, voilà, la CNIL a condamné la Samaritaine. Et 100 000 euros, je crois. Ouais, pas de chance encore. Il y a quelqu'un de la CNIL qui m'a prévenu qu'il y avait une audience. Et donc, du coup, on a suivi l'audience. C'est marrant parce que nous, quand il nous avait répondu, il nous avait dit, moi, encore vous, parce qu'on se connaît bien maintenant avec la Samaritaine, encore vous, c'est complètement diffamatoire, mais vous êtes fous et tout. Une réponse hyper agressive pour une fois qu'ils nous répondent. Quand ils étaient devant la CNIL, ils ont fait, ah, mais on savait pas, désolé, pardon, excusez-nous. C'était. Donc, tu as quand même eu un impact. Un peu. Ouais, puis stylé de faire bouger la CNIL. Et toi, Mathias, est-ce que vos enquêtes à Disclose ont un impact? Super question, ça boulevard. Quand on s'est créé en 2018, l'idée, c'était, dès le départ, c'était vraiment de faire de l'impact avec nos enquêtes. On voulait... On avait vu toutes ces enquêtes, Panama Papers et toutes les gros trucs des consortiums où t'en entendais partout.
des énormes scandales d'évasion fiscale et du jour au lendemain, tu savais plus rien en fait. Et donc, on s'est dit, c'est super frustrant. Et même pour la confiance dans notre métier, qui est un peu érodé, faut le dire, dans le journalisme, montrer que quand on écrit quelque chose, ça bouge, quand on suit une obsession, ça peut encore plus bouger. Ça recrée, je pense, un lien direct avec les lecteurs et nos donateurs aussi, et ça permet de redonner une bonne image au journalisme sérieux, quoi. Et donc, ouais, nous, on pense même l'impact en amont des enquêtes. C'est vraiment... Et on est bête et des méchant, exemples concrets d'impact, de choses qui ont bougé. Typiquement, on parlait de Lactalis. Je te disais qu'on avait beaucoup travaillé sur les rejets de polluants. Ils violaient le code de l'environnement allègrement avec toutes leurs usines qui rejetaient des trucs dégueulasses dans les cours d'eau, qui tuaient les poissons, la faune, la flore, les pêcheurs qui trouvaient des bancs de poissons morts et tout. Donc ça, nous, on a isolé, sorti des documents avec les demandes de CADA, etc., isolé toutes ces usines, et à l'issue de ça, typiquement, il y a eu l'État était contraint et forcé de mettre en place un plan de vigilance renforcé sur plusieurs de ces usines qui ont fini par être inspectées, réinspectées, surinspectées, alors qu'ils n'aiment pas faire ça, l'État, puisque il y a le chantage, on n'en a pas parlé, mais le chantage en l'emploi, c'est quand même un très gros truc des milliardaires et des multinationales, tu vois, c'est comme ça qu'ils tiennent les pouvoirs publics. Bon, il y a eu ça, par exemple, mais des impacts, on en a tout le temps, des impacts. Écoute, j'ai un peu parlé, nous, des Drahi Leaks, donc nos enquêtes sur Patrick Drahi. Et Patrick Drahi, il était, alors avant qu'on publie notre enquête, mis en cause par le fisc suisse, parce qu'il avait fait une magouille, il avait fait semblant de divorcer de sa femme pour changer de canton et payer moins d'impôts. Sauf que, comme ils voulaient continuer à scolariser les enfants dans la même école, ils avaient fait croire qu'ils divorçaient pour que madame, avec les enfants, puisse s'installer à un endroit et monsieur à un autre, mais ils sont plus ensemble. Et comme ça, lui, il payait moins d'impôts parce qu'il n'était pas dans le même canton. Sauf que nous, grâce aux Drahi Leaks, on a révélé des centaines de mails qui démontrent qu'ils mènent une vie ensemble, et surtout, la question, c'est pas tant est-ce qu'ils vivent ensemble, parce que ça les regarde, c'est qu'ils forment un foyer fiscal commun. C'est-à-dire que c'est lui qui continue à payer, et donc ils sont le même foyer fiscal, et donc ils doivent déclarer leurs impôts ensemble. Et j'ai appris que ces documents-là, qui ont été publiés par Blast, Street Press, Reflet, et aussi un média suisse qui a aussi récupéré ce leaks, ont servi dans ce redressement fiscal. Alors, je ne connais pas le montant du redressement fiscal parce qu'il y a eu une négociation et qu'elle n'est pas publique, mais il semblerait qu'il ait dû verser au moins des dizaines de millions d'euros, peut-être des centaines de millions d'euros de redressement fiscal dans cette affaire-là. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous les trois, déjà, c'était très sympa. Merci à toi de l'invite. Avant de se quitter, je voudrais rappeler que nos enquêtes, on en a beaucoup parlé, parlent de sources, donc si vous avez des infos, écrivez-nous, contactez-nous sur les réseaux sociaux, nos différents médias, ça nous intéresse, ça mène à quelque chose et des fois ça a de l'impact. Et bien sûr, allez soutenir les médias indépendants en vous abonnant ou en faisant des dons selon les modèles économiques de chacun.